de ces instances. J'ajouterais qu'il faut aussi travailler sur les pouvoirs des comités d'éthique. Par exemple, on s'est beaucoup posé la question, vous avez un dirigeant, il y a une plainte de déposer, le procès est en cours, ou le procès a eu lieu mais il y a un appel. Est-ce que le comité d'éthique est en capacité de décider de la mise en retrait de la personne concernée? C'est une question importante qu'il faut traiter, qui pose des tas de problèmes par rapport, bien sûr, à la présomption d'innocence et tout ça. Mais je n'ai pas dit pouvoir de démissionner quelqu'un, j'ai dit pouvoir de mise en retrait d'une personne par rapport à danger qu'il peut faire courir ou voilà, à sa fédération, à des personnes, des choses comme ça. Donc il y a aussi à définir quels sont les pouvoirs exacts de ces comités d'éthique. Les comités d'éthique ne sont pas dotés de pouvoirs disciplinaires. Ils peuvent saisir l'organe disciplinaire des faits dont ils ont eu connaissance. Selon David Lapartien, il s'agit d'une double procédure douloureuse et longue, ce qui le conduit à proposer de doter les comités d'éthique de pouvoirs disciplinaires, au moins sur des questions de violence sexuelle. Que pensez-vous de cette proposition ? Alors c'est un sujet que l'on a abordé, qui a fait débat au sein de la commission, même entre les responsables des comités d'éthique de cette commission, celui de la Fédération française de tennis, Franck Lati, et de la Fédération française de rugby, Bernard Fouché. On est encore en réflexion sur ces questions-là, mais il est certain que le fait d'avoir cette étape préalable d'émission d'un avis, de saisine de la commission de discipline et de décision de la commission de discipline, ça rallonge les procédures, ça c'est évident, et qu'il serait bénéfique pour tout le monde, je pense, de pouvoir les raccourcir. Si il y a la publication des avis, parce que c'est souvent aussi l'opacité des décisions des comités d'éthique qui les fragilise. C'est ce qu'appellent les anglo-saxons, et l'a évoqué, le name and shame, c'est-à-dire voilà, de mettre sur la place publique des décisions et de renvoyer la responsabilité de la décision à une commission de discipline. C'est quand même un renforcement, ce serait quand même un renforcement du pouvoir des comités d'éthique pour peser sur la décision de la commission de discipline. Mais voilà, on est encore en discussion et on prendra une décision prochainement. Que pensez-vous de l'ambition des contrats de délégation signés en 2022 sur tous ces enjeux? L'idée était bonne, c'est-à-dire un engagement réciproque entre le mouvement sportif et l'État sur toute une série d'objectifs. Encore faut-il ensuite que l'État dispose des moyens de suivi de la réalisation ou pas de ces contrats. Je rappelle quand même que le ministère a perdu ses directions départementales. Au niveau régional, sa représentation est dans les grandes dragesses. Et je ne suis pas sûre que parfois les représentants des dragesses concernant le sport ne sont pas placés un peu en bout de table. Donc voilà, s'il n'y a pas ces moyens de contrôle, je dirais de contrôle et d'accompagnement pour des fédés qui sont plus en difficulté, etc., on peut signer ces contrats, mais leur effectivité est sujette à caution quand même. Voilà, J'entends sur le volet contrôle, c'est effectivement une des difficultés qu'on a pu ressentir dans le cadre des auditions aussi. Mais concernant peut-être le contenu, l'ambition qui est affichée dans ces contrats de délégation, notamment sur le volet éthique, sur les VSS, voilà. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que vous en pensez justement en termes d'ambition?
Oui, c'est un élément que l'on a abordé au sein de la commission, qui, pour nous, de manière assez unanime, fait clairement défaut. Le pilotage historique de la relation du ministère avec les fédérations, de l'ANS maintenant avec les fédérations, c'est beaucoup basé sur le développement de la pratique. Et c'est très bien, c'est un enjeu important. Les résultats sportifs, on sait aussi les enjeux que ça peut représenter, mais c'est vrai qu'il y a un manque, sans doute, dans le pilotage, je dirais, de la relation avec les fédérations sur ces questions-là, sans doute parce qu'elles sont moins présentes historiquement dans la société, au-delà des enjeux liés au mouvement sportif. Elles le sont aujourd'hui, et forcément, ça va être pour moi, et je pense pour l'ensemble des acteurs, des membres de cette commission, pardon, ça doit être aujourd'hui intégré. On a évoqué, bien sûr, les violences sexistes et sexuelles, mais pour connaître un peu la question du sport de haut niveau, la pression de la performance, on sait très bien, on a parlé du dopage, mais on sait très bien le type, tout système de performance peut produire des effets pervers en matière de respect de l'intégrité de la personne, de développement de la personne. Et donc, bien sûr qu'il y a des choses à mettre en place qui vont au-delà de la lutte antidopage, qui vont sur les violences sexistes et sexuelles, mais qui aussi concernent, je dirais, la performance sociale du haut niveau. Comment on produit de la performance de haut niveau, à quel coût, avec quel risque, et donc les identifier, les sécuriser. On est aujourd'hui dans des dispositifs qui sont plus de l'ordre je dirais, de l'obligation de moyens en matière de suivi socio-professionnel. Ça a été renforcé dans les fédérations avec des obligations de formation, avec une qualification à avoir pour occuper ces fonctions au sein des fédérations. Mais il y a encore un travail à faire pour suivre l'itinéraire post-carrière sociale des sportifs qui ont été sur les listes ministérielles, peut-être de rallonger la période de suivi, de renforcer les dispositifs d'accompagnement et sans doute sortir de l'obligation de moyens pour aller vers des choses qui relèvent plus de l'objectif accompagner. Il ne s'agit pas de sanctionner, il faut accompagner, faire évoluer les pratiques en la matière. Il s'agit aussi là de protection des pratiquants et des pratiquantes si le fait de servir les couleurs nationales conduit à une grande fragilité sociale par la suite. Alors, juste, j'entends tout à fait, mais c'est vrai que c'est pas qu'une question administrative. Là, les contrats de délégation, c'est quand même des orientations politiques, c'est validé à l'échelle aussi politique en termes d'ambition sur ces contrats de délégation. Donc, c'est là où, en fait, on s'est beaucoup questionné sur tous ces aspects-là, c'est-à-dire l'éthique, la probité, les violences sexuelles et sexistes, le racisme. On a le sentiment, d'ailleurs, qui nous a été confirmé en quelque sorte par la direction des sports, qui nous a dit que finalement, ces contrats de délégation étaient un premier jet écrit très rapidement pour être signé rapidement. Alors, oui, mais ça va dans ce sens. Il manque des objectifs clairs et précis, avec des indicateurs de mesure, sans doute, peut-être d'évaluation externe aussi, des fédérations sur ces questions-là. Il y a sans doute des fédérations qui sont plus performantes sur certains critères sociétaux que d'autres. On ne le sait pas bien aujourd'hui, on ne sait pas le mesurer, et sans doute que des outils de mesure qui permettent aussi aux fédérations de s'évaluer sur différents critères pourraient leur permettre d'avancer sur ces choses-là. Mais ce qui ne se mesure pas est difficile à piloter, donc je pense qu'il faut donner des indications et des orientations qui doivent être dans le contrat de délégation. Une question de notre collègue Stéphane Buchou. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur Diagana, juste revenir sur un certain nombre de choses que vous avez dites. D'abord, saluer le travail que vous faites sur le sujet qui nous réunit aujourd'hui et qui nous occupe et qui nous préoccupe, ça a été dit très fortement. Simplement, vous disiez tout à l'heure, Madame la Ministre, pour reprendre vos termes, il faut responsabiliser. Compte tenu des auditions que nous avons menées,
plus de 90, ça a été rappelé tout à l'heure, parfois de l'intensité et de la gravité des faits qui nous ont été révélés. Moi, je me pose la question, et donc du coup, je vous la pose, sur l'aspect de la responsabilisation. Est-ce qu'on en est encore à responsabiliser ? Enfin, je veux dire par là, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin que la responsabilisation ? Aujourd'hui, on est, et on le voyait tout à l'heure lors de l'audition du garde des Sceaux, parfois dans des zones d'ombre, pour lesquelles on n'a pas de réponse. On n'a pas de réponse. Et en fait, la question, enfin, ou les questions en l'occurrence, sur ces comités d'éthique, quand vous vous posez la question de savoir s'il doit y avoir une autorité indépendante ou est-ce qu'il faut, vous le disiez, Monsieur Diagana, peut-être impliquer celles et ceux qui sont déjà aux responsabilités, à ce stade, il n'y a pas de jugement dans ma bouche, hein, vous n'avez pas encore complètement tranché. Une des questions, c'est, on l'a vu hein, au travers des auditions que nous avons menées, on est dans un petit monde au final, où tout le monde se connaît, une forme d'entre-soi, ça a été dit très régulièrement. Est-ce que par exemple, si dans la volonté qui peut être la vôtre de dire on ne va pas être sur une entité indépendante, mais on va réimpliquer celles et ceux qui sont déjà aux responsabilités, est-ce qu'on va être vraiment dans l'efficacité ? Effectivement, la question se pose. En tous les cas, pour résumer, au sortir de toutes ces auditions, il y a une volonté très marquée d'un certain nombre d'acteurs, présidents de fédération par exemple, qui souhaitent beaucoup de fermeté, aller très loin. On a un certain nombre de blocages. Et donc, est-ce que tout ça, vous l'avez pris en compte ? Et encore une fois, et même si la question est particulièrement complexe, comment fait-on collectivement pour que tous ces sujets qui font l'objet des travaux de cette commission, l'identification, je pense qu'elle est faite et elle va continuer à être faite parce qu'on a très modestement fait œuvre utile parce qu'on a, enfin, je pense, permis à de nombreuses personnes de libérer leur parole. Mais une fois qu'on a franchi ce cap, comment on fait pour que celles et ceux qui n'ont pas agi au moment où ils auraient dû agir ne puissent plus le faire et qu'on parte, pardon de le dire de cette manière un peu triviale, mais du bon pied. Pardon. Oui, sur la question, sur la question des comités d'éthique, il est sûr qu'en l'état, par rapport au constat que l'on a pu faire, des procédures de nomination, des procédures d'appel à candidature, des profils de cet effectivement entre-soi qui conduit à une composition très homogène des profils, ça ne pourra pas fonctionner. En revanche, si l'indépendance de nomination est garantie, si on va chercher à mettre un peu d'oxygène et aller chercher des ressources à l'extérieur de personnes compétentes pour venir travailler, prendre des décisions, y réfléchir, on se donnera plus de chances. Est-ce que ce sera efficace ? Est-ce qu'il faut absolument et tout de suite aller vers une autorité indépendante sur cette question-là, comme pour la lutte contre le dopage ? On est encore en réflexion. On espère que cela puisse fonctionner, mais avec une refonte complète de la façon dont ces comités d'éthique sont structurés, sont tout simplement bâti dès le départ. Il y a un problème de dépendance, on l'a vu, je sais pas, j'imagine que dans vos auditions aussi, c'est un ancien président de ligue qui connaît, et donc ça, comme ça, non, on est convaincu que ça ne sera pas à la hauteur de l'enjeu et de la tâche. Pour aller dans le sens de ce que vient de dire M. Stéphane Diagana, il faut que la composition des comités d'éthique sorte ces comités d'éthique de l'entre-soi. Donc, je pense par exemple que pour le comité d'éthique suprafédéral que je souhaiterais, il faut qu'on ait des nominations qui viennent de grandes institutions républicaines, peut-être une représentation parlementaire. Voilà, il faut qu'on ait vraiment une participation de personnes
qui, par leur responsabilité au sein de notre pays, au sein de notre République, sont en capacité de faire preuve de compétence, d'autorité, et surtout de ne pas être, excusez-moi l'expression, dans la famille. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui tourne autour de la composition des comités d'éthique. Il ne faut pas que la nomination des comités d'éthique se fasse juste dans la foulée de l'élection de la direction fédérale. Et que parfois on mette à la présidence du comité d'éthique l'ancien dirigeant qui n'est plus dirigeant parce qu'il y a un nouveau dirigeant. Bon, voilà, ça paraît le b.a.-ba, mais c'est nécessaire de leur dire. Ensuite, je pense qu'il y a d'autres facteurs sur lesquels il faut qu'on agisse. Moi, je pense profondément qu'on a un problème de formation. Je pense qu'il faut une réforme vraiment systémique de la formation initiale, continue de nos éducateurs et de nos entraîneurs. Il faut des modules de formation obligatoires concernant notamment tout ce qui concerne les dossiers éthiques, les dossiers, etc. Il faut que... Voilà. Il y a eu un moment, il existait un institut de formation au sein du CNOSF. En 2016, je crois, piouf, il a disparu. Moi, je pense qu'il faut recréer un institut de formation contrôlé et qui, justement, soit en capacité de dispenser ces modules nécessaires. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est les moyens de contrôle de l'État, je le redis encore une fois. Il faut que ce ministère regagne en capacité humaine, en capacité financière pour exercer ce contrôle. Et puis, peut-être que je vais choquer en disant ça, fondamentalement, je pense que ce combat, nous arriverons vraiment à aller au bout, ce combat pour l'éthique, s'il y a un renouvellement dans les postes de responsabilité du mouvement sportif. Et en disant cela, je ne fais pas injure à ceux et celles qui dirigent aujourd'hui le mouvement sportif. Ils ont consacré une partie de leur vie au développement du sport et tout. Mais le constat est là qu'ils sont souvent en décalage avec les exigences sociétales, sociales, etc., éthiques de notre société. Il faut qu'il y ait un renouvellement. Et ce renouvellement, je l'ai dit au début, il passera par une vie démocratique renouvelée. Et puis, il faut donner envie à l'engagement bénévole. Alors, je ne vais pas revenir sur le statut du bénévole. Ça fait 50 ans que tout le monde en parle et qu'il ne se passe pas grand-chose. Ne prononçons plus cette formule. Essayons de voir quelles mesures pourraient donner envie à de nouvelles générations de ne pas en rester à une responsabilité au niveau de leur vie, mais d'aller, voilà, de mener le débat à l'intérieur de la fédération, de se présenter au moment électoral, etc. Moi, je pense qu'il faut une grille d'indemnisation des futurs dirigeants et dirigeantes du mouvement sportif, avec contrepartie. Indemnisation, transparence, parce qu'on sait qu'il y a des fédés qui sont capables de rémunérer, puis il y a des fédés qui ne peuvent pas. Il y a des fédés qui ont beaucoup de salariés et des fédés qui n'en ont pas. Bon. Donc, il faut une grille transparente d'indemnisation. Je n'ai pas parlé de rémunération. Mais avec contrepartie, par exemple, au niveau de la formation. Voilà. Si on ne donne pas... Il faut certainement qu'on revienne sur les trimestres de retraite, sur les décharges horaires, sur tout ça. Il faut qu'on donne envie à de jeunes dirigeantes, à de jeunes dirigeants, d'aller chercher des responsabilités dans les fédérations. S'il n'y a pas ce bouger, ça sera beaucoup plus long de mener le combat éthique. Je le pense profondément suite à toutes les auditions qu'on a faites, et je le dis bien en respectant tout à fait ces hommes et ces femmes qui se sont investis sur cette question. Oui, il faut qu'on renouvelle, mais c'est vrai dans le mouvement sportif, c'est parfois vrai en politique ou dans d'autres secteurs de la société. Je n'ai pas de leçon à donner au mouvement sportif, on pourrait aussi se regarder nous-mêmes dans la vie politique.